coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Arthur, 32 ans, pacsé avec un beau-fils, ancien pharmacien d'officine et maintenant travaille dans une association de patients. J'habite à Asnières dans les Hauts-de-Seine et j'ai été diagnostiqué d'un mélanome de stade 3 en janvier 2024. Bonjour Arthur. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être là, d'être venu au micro d'À coup de pourquoi aujourd'hui. On se connaît parce qu'on a déjà enregistré un épisode d'un autre podcast, du podcast Code Santé de Paris Santé Campus, ensemble au sujet de la santé numérique. C'est ton domaine de compétence puisque tu es chargé de mission numérique en santé chez France Asso Santé. Tu as donc un regard particulier, un regard à toi sur notre système de santé et c'est aussi ce qui va être intéressant, je pense, dans cet épisode. Mais pour commencer, on est réunis aujourd'hui pour parler de ton histoire, donc de ta santé. Arthur, ma première question, c'est comment ça va ? Eh bien, ça va aujourd'hui plutôt bien en ce moment. Explique-nous comment cette maladie, comment ce cancer est arrivé, a fait irruption dans ta vie. Raconte-nous l'annonce. Alors, tout a commencé en août 2023. On était l'été en vacances avec mon conjoint, nos amis en Espagne. Tout se passait très bien. Et en fait, je sens, en sortant de la piscine et en me séchant, on va dire, une boule dans mon dos qui fait tilt et qui, je me dis, cette boule n'était pas là, on va dire, avant. Ou en tout cas, je me rends compte qu'effectivement, on va dire, la mémoire corporelle me dire, ça, ce n'était pas comme ça. Bon, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup de grains de beauté, à peu près 200 sur tout le corps et j'ai ce que les dermatologues appellent avec poésie un syndrome des névus atypiques. Donc, un grand nombre de ces grains de beauté ressemblent, on va dire déjà plus ou moins, à des grains de beauté qui peuvent être, entre guillemets, cancéreux ou précancéreux. Et donc, du coup, avec une surveillance en théorie un peu particulière et qui fait aussi que c'est difficile de surveiller, moi tout seul, tous ces grains de beauté qui ont déjà des têtes bizarres, on va dire. Tu étais déjà sensibilisé à ça, hein, c'est ça ? J'étais déjà sensibilisé à ça, mais j'avais pas non plus été dans un suivi dermatologique très fort parce que c'est pas forcément évident à Paris. Puis quand on est jeune, de faire ce suivi, l'accès au dermatologue est pas toujours évident. Bien et sûr. puis j'étais beaucoup à me dire, mais vous avez de toute façon trop de grains de beauté, donc nous on peut regarder comme ça une fois, mais en fait pour vous suivre à long terme, c'est compliqué. Donc j'étais un petit peu, on va dire, laissé avec ça. Donc Ok. j'étais pas non plus dans une surveillance étroite puisque ça devait faire 7 ans que j'avais pas consulté un dermatologue. Donc je sens cette boule finalement dans mon dos qui effectivement était sur un grain de beauté qui est devenu en fait assez bizarre, qui en fait en 2 semaines a presque triplé de volume, donc ça s'est vu tout de suite. Et donc on était en août, donc je me suis dit bon, on est en vacances, on va pas se gâcher. Bon, il y a pas forcément d'urgence. Je me suis dit un grain de beauté qui évolue autant, il va falloir que je me le fasse enlever de toute manière par précaution. Mais je me disais pas à ce moment-là, forcément, c'est un cancer, c'est quelque chose quoi. Je me disais Alerte, mais tu ne paniques pas, c'est ça ? je panique pas, je regarde quand même quand on va rentrer en septembre, est-ce qu'il y a des créneaux chez des dermatos, etc. pour aller consulter. Et en fait, je m'inquiète pas parce qu'à ce moment-là, on est au mois d'août et je vois plein de créneaux disponibles en septembre-octobre, ce qui est pas toujours le cas. Et je me suis dit bon bah tout va bien, j'y pense pas pendant les vacances et puis quand je rentre, je m'occupe de ça. On en revient en septembre du coup à Paris, en région parisienne en tout cas. Et là je me dis bon, il y a plus trop de créneaux en fait de livres chez les dermatos. Et puis il faut que je passe chez le médecin traitant pour avoir la lettre d'adressage, etc. Et donc je me retrouve en octobre chez mon médecin traitant qui me dit votre grain de beauté effectivement il est un peu bizarre, ça ressemble pas à un mélanome, mais bon faut le faire enlever par précaution et qu'un dermato effectivement regarde. Au passage il m'engueule un petit peu de dire mais vous auriez dû prendre rendez-vous chez le dermato avant de venir me voir pour raccourcir les délais parce que etc. Donc j'ai ça, donc je suis quand même un peu plus rassuré. Et puis c'est vrai que ça ressemblait pas, on va dire, à ce qu'on voyait classiquement sur ce qu'est un mélanome, qui est censé être un peu comme une tache d'encre, on va dire, sous la peau, en général pas en relief du coup justement. Et donc c'est vrai que moi ce que j'avais, ça ressemblait pas à ce qu'on voit quand on tape mélanome, on va dire, dans Google sur Internet. C'est ce que tu avais fait. Exactement. C'est interdit ça. C'est interdit. Après bon, j'étais quand même sensibilisé aussi par mon précédent métier quand j'étais pharmacien Bien d'officine. C'est bon, je visualisais à peu près effectivement à quoi devait ressembler entre guillemets un mélanome. Et effectivement, du coup, j'avais quelque chose qui ressemblait à pas grand chose. Mais bon, on me disait c'est plutôt rassurant. J'arrive à prendre rendez-vous un mois après, finalement en novembre, chez une dermato du coup que je n'ai jamais vue de ma vie, chez qui je vais un peu par hasard parce que
elle est disponible Ouais. et c'est pas très loin de mon travail, donc c'est facile d'y aller pour moi entre midi et 2, etc. et pas tout chambouler. Une jeune dermatologue qui était voilà, qui m'a bien fait tout le contrôle des grains de beauté et qui me dit bon effectivement votre lésion entre guillemets elle est un peu bizarre, mais elle m'inquiète pas plus que ça. Elle ne ressemble pas, effectivement, typiquement à un mélanome. On va vous l'enlever, ça c'est sûr, hein, votre grosse boule là, on va dire. Mais il y a d'autres grains de beauté qui m'inquiètent plus avant qu'on s'y attaque. Et puis elle m'a dit, et puis en plus comme ce que vous avez dans le dos c'est assez gros, elle me dit je préfère vous faire les autres grains de beauté, vous les enlever ceux qui m'ont un peu inquiété avant, et faire en dernier ce gros grain de beauté parce qu'il est plus gros et donc il faut faire voilà, une plus grosse pas opération, mais effectivement il faut enlever plus de peau, etc. Donc je fais confiance à cette dermatologue avec qui il y a un bon contact en plus et je sais que c'est pas toujours évident avec des professionnels de santé qu'on connaît pas. Un mois plus tard, en décembre, elle m'enlève du coup 2 autres grains de beauté dont la biopsie revient normale. D'accord. Donc tout va bien. On renlève du coup les 2 suivants en janvier et effectivement Et donc, on attend. et donc on attend là le résultat du coup cette deuxième salve de biopsie et donc elle m'appelle un vendredi après-midi, du coup moi je suis au travail, elle me dit pas il y a un cancer par téléphone, ce qui est plutôt bien, elle me dit voilà il y a quelque chose qui est pas normal effectivement dans celui qui vous a fait venir justement à la consultation, le gros qui a poussé dans votre dos, du coup il faut que vous veniez à mon cabinet rapidement pour que on puisse du coup voir ça ensemble. Et elle me laisse un peu entendre presque comme si elle allait reprendre un petit peu de peau autour et redécouper et puis presque on n'en parlera plus. Donc je me dis ok et je me dis tout va bien, donc je lui dis bah quand est-ce que vous voulez que je passe parce que c'est un peu vous vos délais à vous, et là elle me dit bah lundi midi ce serait bien. Ah oui, donc c'est quand même rapide, donc forcément à ce moment-là bon je savais qu'il y avait quelque chose et en fait je m'étais quand même pas mal renseigné sur on va dire les différentes lésions dermatologiques et dans ma tête je me suis dit vu à quoi ça ressemblait, je lui dis à tous les coups, elle va me dire que c'est un carcinome, qui est en fait une tumeur cutanée qui est bénigne et en fait qui se propage pas. Donc une fois qu'elle est correctement enlevée, il n'y a pas de suivi, il y a rien, tout va bien. Donc je m'étais un peu préparé et j'étais plutôt confiant entre guillemets. Tu passes un bon week-end. Je passe pas un si bon week-end que ça. J'avoue que on y réfléchit beaucoup. On se dit c'est pas quand même pas cool, même si c'était on va dire juste un carcinome, une tumeur qui était bénigne, ça marquait aussi le risque d'un sur-risque de pouvoir avoir d'autres cancers cutanés. Donc c'est quelque chose que je commençais déjà aussi à réfléchir, de dire bah du coup ça veut dire quand même qu'il va falloir que j'ai une surveillance qui soit beaucoup plus sérieuse que ce que je faisais jusqu'à présent, parce qu'en fait ça pourra me réarriver de manière plus grave peut-être plus tard, tout au long de ma vie. Puis bon, quand on a 31 ans à ce moment-là, bon, on se dit forcément on a la vie devant soi pour refaire d'autres problèmes de ce type-là. Que ce soit carcinome ou mélanome, de toute façon, c'est la porte ouverte à d'autres choses qui arrivent, hein, c'est ça. C'est ça. Les personnes qui ont des tumeurs cutanées quelles qu'elles soient ont plus de risques de faire d'autres tumeurs cutanées. Donc même si la première était bénigne, ça donne le risque du coup d'en refaire qui peuvent être plus éventuellement graves ou importantes. Donc du coup moi j'étais un peu parti sur cette idée-là, ce qui me rassurait un peu, même si j'ai quand même été un peu stressé tout ce week-end-là pour être honnête. Et puis donc je vais travailler lundi matin, je vais du coup sur la pause déjeuner voir la dermato et du coup je me dis elle va me redécouper un petit peu, me refaire des points et puis tout va bien aller. Et donc bon elle me dit calmement et avec voilà des mots simples et sans dramatiser, elle me dit bon il s'avère que c'était un mélanome, donc une tumeur cancéreuse de la peau. Elle me dit voilà l'analyse de la biopsie est quand même très rassurante, elle m'explique bien tous les éléments qu'il y a sur cette analyse de biopsie et en premier lieu on regarde l'épaisseur de la tumeur qui a été enlevée, qui est mesurée du coup par le laboratoire et c'est ce qui détermine en premier lieu du coup la suite à tenir pour la prise en charge. C'est-à-dire que si cette tumeur était épaisse jusqu'à un certain seuil, on passait sur un plus haut risque du coup de prolifération, de métastases potentielles et donc on fait différentes choses. Et donc elle me dit vous votre tumeur en fait elle est très petite. Donc ça veut dire qu'on l'a prise à temps et que donc en fait il va pas se passer grand-chose pour vous à part qu'il faut juste faire une petite reprise et donc renlever un petit bout de peau autour pour être sûr qu'il reste plus de cellules cancéreuses du tout. Mais en fait elle me dit vous aurez juste une surveillance dermatologique tous les ans à vie, mais il y aura pas de risque de récidive et en fait ça va s'arrêter là. Et effectivement, ça aurait pu s'arrêter là. Ton médecin, il a les bons mots, j'ai l'impression qu'elle maîtrise bien parce que selon ce que tu me racontes, tu me dis que c'est quand même assez rassurant. Mais malgré tout, on t'annonce quand même un cancer, alors ça fait quoi? Je l'ai reçu un peu bizarrement parce qu'au début, on m'a dit c'était un cancer, entre guillemets, et on l'a enlevé, il n'y a plus rien. Je savais pas trop où me situer. D'un côté, c'était assez, je vais pas dire dramatisant, mais dire bah oui, le mot cancer est quand même lâché, donc on se projette
tout de suite dans quelque chose qui est complexe et qu'il faut accepter et qui peut faire peur, effectivement, parce que on parle quand même de vie, de mort, etc. Et en même temps, on me dit, mais il y a plus. Et donc, du coup, je savais pas trop où me situer. Ouais. Si je devais m'alarmer, me rassurer. Il y a eu toute une période et ça a commencé, enfin, j'ai senti très vite au début, je ne savais pas bien doser, justement. Est-ce que il faut que je m'inquiète, il faut que je m'inquiète pas. En fait, en sortant, du coup, moi, je sors de là et je retourne travailler l'après-midi. J'avais pas posé ma journée, j'avais pas prévu. Donc bon, j'appelle mon compagnon par téléphone et mes parents aussi pour leur dire voilà le diagnostic qu'on m'a donné et redire bah voilà, le dermatologue m'a dit tout ce qui est pronostic sur la biopsie, tout est de très bons pronostics et donc il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Donc je les rassure comme ça, j'essaye de me rassurer comme ça aussi en me racontant cette histoire-là. Oui. J'arrive du coup au travail, je me rends dans la salle de pause et je croise ma responsable qui me dit alors ça s'est bien passé pour tes grains de beauté et donc forcément je me voyais pas lui dire oui tout va bien et donc bon là je lui ai dit bah non c'était un mélanome du coup donc c'est pas forcément la réponse qu'on attend quand on pose la question comme ça. Ça va ça va voilà, je l'ai pas caché et puis d'autant plus qu'on me disait il va rien se passer si ce n'est de vous surveiller. Et puis ma dermatologue était assez rassurante. Elle m'a dit, en fait, je savais pas du tout. Elle m'a dit que elle avait travaillé sur les mélanomes à l'hôpital et donc elle connaissait bien le sujet. Et donc j'étais quand même bien tombé. Ouais. Et elle me dit bon, je vous prescris de faire quelques examens d'imagerie et de prise de sang. Par précaution, normalement, on vous les prescrit pas forcément au stade, on va dire, de mélanome à laquelle vous êtes, parce que c'était très petit, donc pas d'inquiétude. Mais elle dit, je préfère qu'on prenne pas forcément de risques. Vous êtes jeune, etc. Donc, je fais la prise de sang et je fais la première imagerie qu'elle me prescrit, qui est une échographie des ganglions, pour vérifier qu'il n'y a pas de métastase au niveau des ganglions à l'aisselle et puis au niveau de l'aine, puisque c'est là en premier lieu qu'il peut y avoir des métastases pour un mélanome. Elle a été très bien parce qu'elle m'a beaucoup conseillé en fait des professionnels à aller voir, notamment pour l'imagerie, un centre qui est près de l'hôpital Saint-Louis et qui a l'habitude de faire du coup de l'onco-radiologie en dermato notamment. Et donc la radiologue qui me fait l'échographie, j'attends un peu d'être rassuré qu'on me dise tout va bien dans vos ganglions. Elle me fait l'échographie, elle me dit bon votre mélanome il est trop petit, donc vous n'allez pas faire les autres examens d'imagerie que la dermatologue vous a prescrit parce que c'est pas indiqué. Sur le fond, elle avait entre guillemets raison parce que c'était pas forcément des examens pertinents à ce stade-là. Oui. Mais c'est vrai que du coup, sur le moment, on ne sait pas trop comment digérer l'info et il y avait ce côté un peu cancer, pas cancer. Je savais pas où je me situais. Ne paniquez pas et faites pas tous ces examens. C'est pas moi qui ai demandé de faire ces examens. Moi, je l'ai fait si ça peut aider, etc. Donc, j'ai pas fait le reste des examens, surtout que l'échographie était tout à fait normale. Donc, je me dis bon. Ok, la prise de sang tout à fait normale. Je dis effectivement, il y a peut-être pas raison d'aller courir tous les centres d'imagerie pour aller faire des IRM, des scanners, etc. en plus. Donc ça aurait pu s'arrêter là. Là, tu reviens chez toi, tu te dis, bon, je suis allée au max de ce que j'ai pu faire, on me l'a vraiment certifié, ça va bien. J'en suis là et en fait, la seule chose que j'ai à faire, entre guillemets, c'est de faire reprendre du coup, pas en cabinet de ville, mais en clinique, par un chirurgien plastique, qu'on me renlève un petit peu de peau encore autour du grain de beauté pour être sûr qu'il reste plus. Et elle m'a dit, c'est pas urgent. De toute façon, voilà, il faut faire ça dans un mois, 2 mois maximum. Donc c'est vrai qu'au début, je me dis, je m'inquiète pas et en fait au début je m'en occupe pas forcément tout de suite. Je me dis bon, première vague est passée, on digère et puis si c'est pas urgent, bon ça va le faire, et surtout que comme elle m'adressait aux professionnels, je me dis ça va aller vite pour la prise de rendez-vous. On est on va dire à peu près peut-être 1 mois et demi après, elle essaye de m'appeler avec un numéro masqué. Elle me laisse un message en me demandant si j'ai pu organiser du coup la reprise du coup de cette cicatrice du site de la biopsie. Et donc moi je lui dis à la mauvaise élève, j'avais pris un rendez-vous, mais je crois qu'il était vraiment plus tard parce qu'il y avait que ça. Donc, je finis par rappeler pour pas me faire, j'allais dire, gronder par ma dermato. Je rappelle la clinique, je dis mais il faut me donner un rendez-vous avant. Je finis par faire avancer la date. Et en fait, la dermatologue me rappelle un peu plus tard dans l'après-midi. Donc là, du coup, bon, je la réponds parce que je guettais un petit peu les appels. Et donc là, elle me dit bon, est-ce que vous avez pu organiser la reprise? Et je dis bah un peu tout penaud. Je dis bah ce sera telle date. J'essaie d'avancer, etc. un peu. Et elle me dit bon. C'est pas forcément négatif que vous l'ayez pas encore fait. Et là, elle me dit, écoutez, monsieur Dauphin, ça fait plusieurs semaines que je pense à votre cas. Je vous l'ai dit, un petit peu votre mélanome, il n'était pas dangereux, mais il était atypique. Et elle m'a dit, j'en ai parlé avec beaucoup de confrères. J'ai montré la photo de votre grain de beauté, etc. On a un peu discuté de votre cas. En fait, j'ai demandé au laboratoire de la biopsie de refaire son analyse.
Et elle me dit, et j'ai reçu les résultats aujourd'hui. Donc je me doute bien que si elle m'appelle pour m'expliquer tout ça, c'est qu'il y a quelque chose À dire. à dire. Exactement. On avait eu plutôt un bon contact et c'est vrai qu'elle était très disponible aussi par mail. Enfin, on échangeait très facilement. Donc je pense qu'elle s'est permise aussi, vu la situation, de faire, on va dire, cette annonce supplémentaire aussi par téléphone plutôt que de me refaire revenir. Et effectivement, l'épaisseur de la tumeur a été revue parce que le laboratoire a fait une erreur lors de l'analyse. Et là, elle me dit, en fait, l'épaisseur du coup mesurée, elle est 3 fois plus grosse que ce qu'on vous a dit la première fois. Ce qui est resté encore, on va dire, pas énorme et dramatique, mais ce qui du coup me faisait passer dans une autre catégorie et demander à ce qu'une autre prise en charge soit faite, parce que le risque, du coup, effectivement, de métastase, du coup, de dissémination dans d'autres organes, du coup, notamment le cerveau et les poumons et les ganglions, en particulier pour les mélanomes, était beaucoup plus grand. Et donc, elle me dit ça en me disant, bon, bah maintenant, je vais vous adresser en fait à l'hôpital, et c'est l'hôpital qui va vous proposer une prise en charge. Votre dossier va repasser en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et puis, ils vont vous convoquer pour vous dire ce qu'il en est. Tout change quand même. Tout change. Et là, je sens qu'on est revenu. Avant, j'étais en mode, est-ce que j'ai un cancer, pas cancer? Est-ce que j'en avais un, j'en ai plus? Là, on est, j'ai un cancer. On m'a certes enlevé, on va dire, la lésion cutanée. Mais là, du coup, effectivement, on n'est plus sur le même sujet. Alors, j'ai quand même la chance, on va dire, d'avoir un peu d'expérience dans la littérature scientifique, etc. Donc, je me renseigne. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que même moi, on va dire, je pouvais être un peu stressé de tout ça. Et donc, toute la lecture que je pouvais avoir, j'arrivais aussi à faire la part des choses. Mais j'imagine que quand en plus, on n'y connaît pas grand-chose, c'est encore plus angoissant. Donc, je veux dire, j'avais cette chance-là de pouvoir un peu manipuler tout ça de manière un peu plus peut-être fluide aussi. Mais du coup, un peu stressé. Et puis surtout, en fait, tout d'un coup, il y a un impact sur la vie j'allais dire quotidienne qui a démarré. Parce qu'elle m'annonce ça, on devait partir une semaine plus tard en voyage pour célébrer notre Pax avec mon compagnon à l'autre bout du monde. J'étais à dire à ma dermato, mais est-ce que vous pensez que je peux partir en vacances ou pas? Et ça paraît tellement bête et on dirait et trivial. Mais en même temps, d'un coup, il y a effectivement un basculement qui se fait. Et du coup, effectivement, la vie d'avant change. Et on passe du coup dans cette autre phase, on va dire, de maladie qui va venir du coup bousculer le quotidien et la manière dont on peut voir les choses, on peut voir l'avenir, anticiper, préparer, programmer. Et donc, du coup, on annule nos vacances. Finalement. Ouais. Donc là, oui, tu as un cancer et oui, tu vas avoir une prise en charge hospitalière. Donc quand tu raccroches, est-ce que tu as senti, toi, une bascule À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti effectivement ce côté, je redeviens patient parce que on va à l'hôpital et c'est vrai que du coup, ça a aussi une connotation qui est différente au début, on me dit, bah, vous êtes au cabinet de ville et puis tout va bien et on vit sa vie normalement autour de ça. Et là, c'est vrai que d'attendre la convocation du coup du service hospitalier pour d'aller découvrir, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé pour la suite. Là, d'un coup, effectivement, on maîtrise encore moins les choses, du coup. Ce truc où on n'a plus vraiment le choix, où on vous impose des rendez-vous, il faut venir. C'est ça. Donc, du coup, j'attendais fébrilement ma convocation à l'hôpital. Ça s'est quand même organisé 2 semaines plus tard. J'avais mon rendez-vous, ma consultation. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé quand je vais à l'hôpital Saint-Louis, du coup, à Paris, bon, déjà, faut se repérer, la préadmission, bon, on sait pas trop où on se situe. On suit les lignes sur le sol qui indiquent vers où se trouve la polyclinique de dermatologie. Je rentre dans ce service et puis je me dirige spontanément vers l'accueil. Il me dit, non mais monsieur, vous, c'est pas là que vous allez, vous allez à l'oncologie. Vous suivez la ligne qui est marquée. Et là, je me dis, je le savais en vrai, que j'avais rendez-vous avec un onco-dermatologue. Il y a eu un côté, du coup, je me suis dit, là on est dans le dur, là on y est. Et donc du coup, voilà, j'ai eu cette première consultation. L'onco-dermatologue, du coup, qui m'explique quelle est la ligne, on va dire, de traitement, du coup, dans mon cas, qui est en fait de faire une opération pour enlever ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, ce qui se fait dans d'autres cancers, par exemple dans le cas du cancer du sein. Ce ganglion qui est le plus proche du mélanome, on va l'enlever et puis on va l'analyser pour voir s'il y a des cellules cancéreuses qui ont commencé à se disséminer ou pas. Et là, il y aura encore d'autres possibilités si on trouve des cellules, si on n'en trouve pas. Et donc, on se dit, bon, il y a encore d'autres paliers qu'on peut encore franchir. Déjà, on avait le mélanome, il était là, il est plus là. En fait, il était 3 fois plus gros. Et puis, on se dit qu'en fait, on commence à entrevoir le fait que ce parcours, il n'est pas encore fini et qu'il y a encore plein de possibilités. Donc on fait on fait l'opération, on enlève ce. Il est où le ganglion sentinelle? On a dû faire une radiologie pour vérifier lequel c'était, parce que quand c'est dans le dos, on sait pas forcément vers où ça part. Moi, il se trouvait que du coup c'était dans l'aisselle droite et la chirurgienne a enlevé du coup 2 ganglions.
Et donc voilà, l'opération bon se passe plutôt bien. C'était ma première anesthésie générale. J'étais un peu surpris quand on m'a annoncé que j'allais être arrêté 2 semaines après. J'avoue que je me voyais presque en ambulatoire et repartir au travail 2 jours après. Donc c'est vrai que les suites opératoires c'est quand même pas évident. Et bon, on va dire il y a eu des hauts et des bas. Et puis après du coup c'est l'attente des résultats de cette analyse du ganglion. Donc on réattend encore des analyses. Bon, on n'est pas patient pour rien quand on est malade. Et puis au bout d'un mois, toujours pas de nouvelles. Donc en plus, je sais pas si je vais être convoqué pour une consultation d'annonce, si on va me dire ça par téléphone, si je vais recevoir bon, j'en sais rien. Oui. Et donc en fait, au bout d'un mois, j'avais la dernière consultation avec la chirurgienne plastique pour le suivi des plaies et de vérifier que tout va bien. Et c'était la dernière fois qu'on se voyait. Et juste avant de partir, du coup, elle me dit bon, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas vos résultats. Je vais aller regarder avant de vous laisser repartir. Elle me dit bon, vos résultats ont été validés ce matin. Et là, elle me dit bon, monsieur Dauphin, asseyez-vous. Là encore, on se dit, ça y est, il y a encore quelque chose. Là, on comprend vite. Et puis, de toute façon, il va pas non plus par 4 chemins, la chirurgienne. Et elle dit, bon, voilà, il y avait un des ganglions qui a été positif. Et donc, dans lequel on a retrouvé, effectivement, des cellules cancéreuses. Et donc, elle me dit, bah voilà, la suite, ce sera probablement pour vous d'avoir un traitement par immunothérapie. Mais du coup, c'est plus avec moi. Effectivement, c'est avec le service d'oncodermatologie. Puis elle me dit, bah bon courage, monsieur Dauphin. Mais gentiment. Mais c'est vrai que du coup, c'est toujours les petites formules. On sait qu'elles sont pas méchantes, mais c'est vrai que des fois, on les prend pas toujours. Ouais, et puis surtout, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même, quoi. On comprend bien qu'il y a une suite. Mais alors, c'est fou, en fait. Je m'attendais pas du tout à ton histoire. Au début, rien. Et puis finalement, ça traîne, quoi. Je veux dire, il y a quand même plusieurs annonces. Et celle-là, elle est pas neutre, cette annonce de ganglion. C'est aussi un autre stade. Enfin, j'imagine, en dermato, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, à toute première biopsie, j'étais stade 1 du mélanome. Quand on a eu la réévaluation, j'étais stade 2. Et donc là, avec ce ganglion positif, j'étais stade 3. Oui. Donc on se dit, il faudrait pas qu'il y ait d'autres nouvelles stades comme ça qui se passent. C'est déjà pas mal. Ouais. Et donc, il y a encore une phase, on va dire, d'attente où j'attends d'être reconvoqué par l'hôpital pour qu'on me dise, du coup, quelle est la suite des choses, parce que moi j'avais que ce papier qui disait qu'on retrouvait des micrométastases, etc. Dans le ganglion. Je comprends en lisant et en regardant un petit peu sur internet dans la littérature que c'est pas des grosses métastases, et donc bon ok. Et en fait, mais quand même le terme est quand même jamais facile à entendre quand même. Non, et puis il était positif. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je vais avoir un traitement ou pas? Et en fait, ça me stressait beaucoup parce que je me suis dit, mais j'espère qu'on va me proposer quelque chose. Parce qu'en fait, si la seule ligne de traitement, c'est la surveillance et d'attendre qu'il puisse passer quelque chose, et que j'en ai pour 50, 10 ans, 15, 20 ans, je me suis dit, en fait, c'est lourd. Et donc, tout ce qu'on peut faire maintenant, en fait, pour éviter au maximum qu'il puisse y avoir une récidive, ça veut dire je prends. Et je voyais ce que c'est effectivement l'immunothérapie, que c'était quand même beaucoup mieux toléré que les chimiothérapies par exemple, donc que ça se faisait plutôt bien, et que ça avait d'ailleurs vraiment bouleversé la manière dont les mélanomes étaient pris en charge ces quelques dernières années. Donc c'était vraiment un progrès médical pour les patients. En fait, j'étais très stressé par rapport à ça, et je disais beaucoup ça. J'ai dit, j'espère qu'ils vont me donner quelque chose, parce que de savoir qu'en fait c'est plus grave que ce qu'on se pensait, et de ce ganglion positif qui disait que cette tumeur avait commencé du coup à se disséminer. Oui. Je me projetais sur potentiellement c'est les métastases ailleurs, etc. On n'est plus du tout dans il faut que je fasse reprendre 1 centimètre autour de la cicatrice précédente. Et alors tes ressources justement contre l'angoisse, en gros, quand on apprend ce genre de nouvelles, c'est toujours, j'imagine, ton entourage et la lecture, toi. La lecture, tu te renseignes, c'est ça qui t'aide? Moi, ça m'a aidé à prendre un peu de recul, et en fait, c'était surtout d'avoir un peu de visibilité finalement, et de me dire c'est quoi les potentielles options, vers quoi ça peut aller, et de savoir un peu où je mettais les pieds à chaque fois. D'anticiper un petit peu. Et donc ça, c'était important pour me rassurer. Et évidemment, mon entourage qui est très soutenant, même si c'est vrai que toutes ces annonces progressives, et rien que dès le début, en fait, quand on a dit le mot mélanome, ça a quand même provoqué pas mal d'inquiétudes et de stress de la part de mes proches. Nous, on essaye de gérer nous-mêmes dans notre fort intérieur, et en fait, on voit que nos proches, ils les vivent aussi en même temps que nous. Pas toujours de la même manière, mais on voit que ça les impacte. Et je pense que, en plus, quand on est jeune, il y a un côté un petit peu, je vais pas dire symbolique, mais effectivement, ça rend les choses plus dramatiques, on va dire. Puis en fait, de toute façon, à chaque étape, on se dit, de toute façon, il faut y aller. C'est fuir, entre guillemets, ou combattre. C'est ça. Donc on se pose pas la question de fuir. De toute façon, il faut accepter
les choses comme elles nous arrivent. J'essaie de prendre les choses avec beaucoup de philosophie. Il faut avancer de toute façon. Quand même, j'ai cherché aussi spécifiquement des témoignages de personnes. Donc c'est aussi pour ça, c'est important pour moi de venir témoigner aussi pour d'autres, parce que c'est quelque chose qui est très fort et qui est très important. Des exemples, des histoires finalement sur lesquelles s'appuyer peut-être, des modes de réflexion, mais des modes d'action, comment les gens ont fait, vers quoi ils se sont tournés, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, c'est important, non? C'est important, et puis de voir qu'on n'est pas seul, Oui, en fait, exactement. que c'est une expérience qui est partagée par plein de personnes et de manière très différente. Il n'y a jamais, on va dire, exactement 2 fois la même histoire. Parce que tu trouves pas que justement la maladie ou l'entrée dans la maladie comme ça, d'un seul coup, ça marginalise? C'est réconfortant d'avoir des exemples d'histoires de gens et de savoir comment ils s'y prennent. C'est très réconfortant, et en fait, en plus, en parlant, on va dire, autour de moi de ce qui m'est arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes dans mon entourage, plus ou moins proches, qui étaient passées en fait aussi par le cancer, et sans forcément que, on va dire, je le sache, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on partage forcément aux premières conversations tout le temps quand on va aux nouvelles. Leur dire non, j'ai été diagnostiqué d'un cancer il y a un mois, pas toujours la réponse qu'on a envie de leur mettre comme ça entre les mains, et puis de leur dire à la prochaine. Et en fait, en parlant, on se rend compte que ça arrive à plein de personnes. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de rassurant de voir, entre guillemets, on est encore nombreux à être là. C'est pas une fin en soi. Et puis, on le vit tous de manière différente. Mais du coup, ça suscite quand même beaucoup d'espoir. Et en même temps d'espoir, ça m'a aussi fait prendre, on va dire, réaliser aussi dans le cadre du mélanome que la récidive, c'était quand même quelque chose qui arrivait fréquemment. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que je me suis un peu, on va dire, focalisé sur cette question de j'espère qu'ils vont me donner quelque chose, un traitement qui va réduire au maximum ce risque de récidive. Oui. Parce que ce risque de récidive, il est quand même important. Les mélanomes, c'est des tumeurs quand même assez agressives sur les 5 ans. Quand on a la trentaine, on se dit qu'on a effectivement de quoi voir venir, et que la situation, elle est peut-être pas réglée du tout, et que ça va peut-être nous retomber dessus dans quelques années. Donc c'est vrai que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pris aussi le plus conscience de cette possibilité, et qu'en fait, j'allais vivre potentiellement toute ma vie avec cet enjeu-là, entre guillemets, avec cette peur de la récidive éventuelle. J'avais besoin aussi de voir est-ce que c'est quelque chose qui pouvait probablement m'arriver, ou est-ce que c'était improbable. Et quand on voit à mon stade que c'est entre 35 et 45% des cas qui ont une récidive dans les 5 ans, on se dit effectivement, c'est pas rien, il faut s'y attendre, s'y préparer. Et puis repérer une métastase, c'est moins facile que de repérer un grain de beauté qui est à la surface de la peau. Et puis aussi, qui revenait un petit peu ce que m'avait dit la dermatologue lors de la première annonce, qui m'avait dit surveillez-vous, parce que effectivement, quand on a eu un premier mélanome ou une première tumeur cutanée, on a plus de risques d'en refaire d'autres. Et donc je me dis, il faut que, en plus, je gère ce risque de récidive de ce mélanome-là, et que potentiellement on m'explique qu'il y a beaucoup plus de chances aujourd'hui que je fasse un autre mélanome ailleurs, et que du coup on reparte encore, qu'on remette une pièce dans la machine, un tourbillon de possibilités, qui me dit mais effectivement toute ma vie maintenant je vais devoir vivre avec. Ce sera toujours là, et il faut vivre avec cette peur. Il faut accepter ça. De toute façon, on n'a pas le choix. En fait, c'était surtout d'en prendre conscience, et c'est vrai que ça a pris un peu de temps, parce que il y a eu ces différents paliers. L'acceptation, elle se fait progressivement, du coup, quand on apprend petit à petit que c'est, entre guillemets, de plus en plus grave. Il n'y a pas eu une sorte de gros coup près d'un coup d'annonce choc qui me restait, on va dire, 6 mois à vivre. J'étais pas dans cette situation-là, et j'ai eu beaucoup de chance, du coup, aussi par rapport à ça. Puis globalement, j'ai eu beaucoup de chance aussi que je m'en rende compte vite. J'ai eu beaucoup de chance que ma dermatologue, qu'elle insiste et qu'elle refasse faire l'analyse. C'était quelque chose que je pensais même pas impossible, qu'un professionnel pouvait faire refaire. Donc, on va dire, dans mon malheur, entre guillemets, j'ai eu beaucoup de chance, et ce qui fait aussi qu'on a pu prendre les choses tôt. Et puis la consultation donc au dermato, du coup, m'a dit on va effectivement vous mettre sous traitement du coup d'immunothérapie, donc un protocole sur 1 an qui avait pour objectif du coup de réduire au maximum le risque de récidive. Et c'est vrai que c'est des traitements qui sont assez bien tolérés. Donc ils disent on se pose plus la question maintenant dans des cas comme le vôtre. Voilà, on traite et on réduit ce risque plutôt qu'effectivement d'attendre ou de mettre des chimiothérapies qui peuvent être quand même assez difficiles à encaisser. Alors même que j'ai pas de métastases, etc. Qui étaient là. Donc on commence cette immunothérapie et à l'occasion du coup de l'instauration de ce traitement,
On propose aussi de participer à un essai clinique. En plus du traitement habituel, on propose de tester un vaccin anti-récidive de mélanome. Donc après, comme tout essai clinique, on ne sait pas si on reçoit le vrai médicament expérimental ou si on reçoit un placebo. Ce qui du coup a été vraiment le soutien, c'est pas forcément que les gens soient présents là tout de suite avec moi, mais c'est qu'il y avait beaucoup de sollicitude de la part de mes proches. Mais c'est le fameux, effectivement, on me demandait pas comment ça va par politesse, mais voilà, on me demandait Comment ça s'est vraiment, passé voilà. Et il y avait cette vraie intention finalement dans ce type de questions. Et c'est vrai que du coup, de pouvoir dire oui, non. C'est vrai que je t'ai jamais posé la question. Il faut toujours dire oui quand on nous demande si ça va, mais en fait, on a le droit de dire non. Oui, c'est une vraie question ouverte Voilà, là maintenant. C'est une vraie question en fait, qui était très sincère. Et donc, et puis je voyais plus que l'inquiétude entre guillemets qu'il pouvait y avoir, mais voilà ce sentiment d'espoir pour que ça se passe bien, que ça aille bien, et qu'ils étaient là si j'avais besoin. Et en fait, c'était, c'est déjà fort, et c'est déjà, je vais pas dire suffisant, mais ça me portait déjà beaucoup de force. Explique-nous ton immunothérapie, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. L'équipe médicale m'a bien expliqué comment ça fonctionnait. Ils ont passé beaucoup de temps à expliquer comment ça fonctionnait comme traitement, parce que c'est des traitements qu'on connaît pas forcément, parce qu'ils sont relativement nouveau dans ses prises en charge. On me dit voilà, les effets indésirables, c'est surtout un peu de fatigue quand même qui peut être persistante, moins que avec de la chimiothérapie par exemple, et puis surtout qui est pas forcément lié au moment de l'injection entre guillemets. Le pic de fatigue, il est décalé d'1 ou 2 semaines après l'injection, donc on n'est vraiment pas tout à fait sur la même temporalité que sur d'autres traitements. Et puis on dit voilà, l'immunothérapie, ça booste le système immunitaire, et c'est votre système immunitaire qui va s'attaquer du coup aux potentielles cellules cancéreuses. Et donc il peut y avoir du coup des effets auto-immuns, parce que votre système immunitaire peut se tromper du coup de cible à force de stimulation et peut s'attaquer à d'autres organes. Donc ils me disent voilà, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de prises de sang très régulièrement pour vérifier que ça s'attaque pas à vos reins, à vos pancréas pour faire du diabète, ou etc. Et donc de ce côté-là, tout va bien. C'était qu'effectivement quand même pas mal de fatigue, avec des hauts et des bas. J'ai eu quand même aussi des douleurs articulaires qui font pas partie des effets les plus fréquents, mais qui peuvent exister. Donc notamment au niveau du pied, et puis parfois au niveau des genoux, des chevilles, qui sont un peu intermittents, donc qui sont pas aujourd'hui handicapants, on va dire, pour moi, mais qui me rappellent tous les jours, mine de rien, que on vit pas la vie tout à fait normalement, malgré cette promesse de dire tout va bien se passer, vous allez vivre votre vie comme avant, vous allez continuer à travailler comme avant. C'est quand même pas tout à fait anodin. C'est quand même pas tout à fait anodin. Le protocole dure 1 an, donc c'est toutes les 3 semaines que je suis à l'hôpital de jour pour recevoir du coup. Alors des fois j'ai que une immunothérapie, que un vaccin, les deux, ça dépend. Voilà, il y a plusieurs phases. 1 an, donc du coup on se dit bon, on va en voir le bout cet été, sachant que les effets peuvent se prolonger encore potentiellement un peu plusieurs mois après, mais ça donne déjà, on va dire, un horizon qui est appréciable. On va se dire bon, on va arriver là, et puis on continuera à faire du suivi. Je garde le moral, mais c'est vrai que quand on est dans ces périodes où on enchaîne les rendez-vous, il y a la prise de sang, il faut aller faire le scanner, on sait que dans 5 jours on retourne à l'hôpital. Il y a des moments quand même où on se sent un peu en bas de la pente, quoi. Bien sûr. On se dit entre la fatigue, le temps consacré, il y a quand même toute la sphère psychologique, et justement ça m'arrive à te poser cette question. Moi qui m'intéresse vachement, c'est où se place la peur, justement? Je pense que j'ai pas eu tant peur que ça, parce que ça a été tellement progressif que j'étais accompagné, on va dire, dans cette réalisation progressivement. Mais la peur, pour moi, elle se réalise surtout sur le vivre pendant 10, 20, 30 ans, avec ces risques de récidive, de faire d'autres cancers. Les oncodermatologues m'ont dit bon bah faudrait bien qu'on fasse un suivi avec des appareils spéciaux qui font des photos des grains de beauté, qui les analysent finement, parce que à l'œil nu c'est pas évident, parce qu'on n'a pas pu encore commencer à faire, parce qu'il y a une liste d'attente à l'hôpital pour faire ce type de suivi en ce moment. Et donc là je me dis, il faudrait pas que tous les 4 matins on vienne me renlever des grains de beauté, etc. C'est pas gravissime, mais bon, il faut vivre avec les cicatrices. Ça veut dire faut faire attention, pas du tout d'exercice physique pendant 3 semaines après, parce que ça tire, parce que machin. Et puis c'est visible entre guillemets aussi.
La peur, pour moi, elle se réside finalement surtout là. Et de me dire, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que la donne aura changé? Est-ce que je vais revivre encore tout ça? C'est surtout ça, moi, finalement, qui m'interroge le plus. L'avenir avec les risques au final qu'il comporte, c'est ça? Ouais, parce que déjà là, bon, programmer l'avenir, rien que des vacances avec tous ces rendez-vous médicaux, et puis cette incertitude de savoir est-ce que je serai en forme, pas en forme, est-ce qu'il y aura quelque chose. Bon, déjà, sur un an, ça paraît tout bête, c'est très, très trivial, mais mine de rien, c'est pas évident. Déjà, de voir au bout de cette année de protocole de traitement, après, il va falloir que j'apprenne à vivre encore vraiment avec ce côté où on aura fini ce protocole et que maintenant c'est l'avenir à plus long terme, mais qui potentiellement peut un peu se sombrager, hein, on va dire à n'importe quel moment. La vie n'est pas promise pour personne finalement. Non, l'avenir est pas certain et quelque chose aussi que je pense il va falloir que je travaille et que j'assimile, c'est presque ce mélanome que j'ai eu. On me dit beaucoup, vous étiez presque le candidat idéal pour ce type de cancer, quoi. Vous avez beaucoup de grains de beauté, c'est plus fréquent. J'ai été quand même pas mal exposé au soleil quand j'étais enfant. J'ai eu de la chance de beaucoup voyager avec mes parents. J'ai eu la chance d'habiter à l'étranger aussi. Et donc en fait, il y a un facteur très, j'allais dire, évitable aussi au mélanome. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'en discutais avec mes parents, essayer d'avoir un petit peu des éléments pour appréhender tout ça, le pourquoi. L'idée, je veux pas du tout, on va dire, leur mettre une sorte de culpabilité et de dire c'était un cancer évitable et il est évitable pour des choses que vous avez faites. Et puis je le pense pas du tout. Je sais pas du tout qu'ils s'autoflagellent sur cette question. Ils sont pas responsables de ce cancer. Ce cancer, il est arrivé, il aurait pu pas arriver, il aurait pu arriver dans 10 ans. Enfin bon. Mais justement, le soleil, on en parle. Ça, c'est typiquement un élément que tu vas devoir changer dans ta vie, justement, sur les vacances. Ouais, j'investis beaucoup dans la crème solaire indice 50 plus. Quand on réfléchit aux vacances, du coup, on réfléchit différemment aux endroits où on va aller. Alors, ça veut pas dire que je suis un enfant de la Lune qui peut pas s'exposer au moindre rayon UV, mais effectivement, j'ai acheté ma panoplie de t-shirts de baignade certifiés anti-UV, etc., pour pouvoir être protégé quand je vais à l'eau. C'est quelque chose que je devrais toujours prendre en compte maintenant, du coup, à l'avenir pour tout le reste de ma vie. Dans le basculement, c'est dans aussi des petites choses du quotidien aussi qu'on voit que c'est des choses qui font partie de nous maintenant, qui font partie de qui on est. Bien et sûr. de quelle est notre vie. Bien sûr. Et alors, on vient de parler du pourquoi en un mot. Donc maintenant, je te pose la question, le pourquoi en 2 mots. Est-ce que tu as l'impression, Arthur, que ce que tu as traversé, ce que tu traverses encore, puisque tu es encore en traitement, est-ce que tu mets un sens à cette épreuve? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a transformé? Alors, je sais pas si c'est une épreuve qui est fondamentalement, on va dire, transformante au sens peut-être bénéfique du terme. Moi, je pense que c'est une belle opportunité de prendre du recul quand même et puis de réfléchir à c'est quoi notre vie actuelle, parce que finalement, du coup, elle change totalement et puis ça devient une part un peu de notre identité. Donc, il faut composer avec. Pour moi, en tout cas, je vais essayer d'en tirer le meilleur parti. J'ai pas choisi d'avoir cette épreuve, mais je pense que c'est quand même dans l'adversité aussi qu'on révèle aussi et qu'on se construit. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir finalement à ce que j'ai vraiment, entre guillemets, envie de faire. Quand on est, on va dire, comme moi, dans la trentaine, on pense beaucoup au travail, entre guillemets, à la carrière. J'ai la chance de travailler aujourd'hui dans une association de patients et c'est quelque chose dans lequel je mets beaucoup d'engagement aussi personnel et j'ai cette chance-là d'avoir un vrai sens aussi à mon travail. Mais en même temps, j'ai d'autres manières de me réaliser. Finalement, ça nous questionne cette manière que je dois, je pense, plus trouver aussi pour m'épanouir en dehors de tout ça. Là, il y a métro, hosto, dodo qui s'intercalent. Et c'est en fait quand on va sortir de ça, et même déjà aujourd'hui, de penser différemment et d'affirmer un peu différemment aussi ce qu'on veut faire, mais dans les choses bêtes du quotidien, mais de penser plus à soi et d'être peut-être aussi plus indulgent avec soi, parce que c'est vrai qu'on peut se mettre beaucoup de pression dans la vie et quand on traverse ce type d'épreuve aussi, on se dit il faut être un combattant, il faut combattre, etc. Je trouve que des fois c'est un peu dur et de dire si du coup ça passe ou ça casse, c'est parce qu'on s'est pas assez battu. Je pense pas que ce soit forcément que ça tienne à ce fil-là. Et donc je pense que c'est aussi apprendre à s'écouter, à être plus indulgent. Évidemment, on doit être fort entre guillemets quand on traverse ces épreuves, parce que si on l'est pas,
c'est aussi les autres autour de nous qui vont le faire aussi parfois à notre place. Moi, c'est beaucoup autour de ces aspects-là finalement que j'essaye de tourner cette expérience qui est pas un présage d'espérance extraordinaire, mais d'en faire quelque chose qui permette de continuer à faire grandir et de pouvoir justement se projeter dans une vie, la voie qui est pas la vie d'avant. Forcément, on évolue et on change tout le temps, mais c'est justement un moment un peu charnière, une épreuve qui doit permettre de nous construire. En tout cas, j'espère, moi je vais tout faire pour essayer d'en tirer ce profil-là, on va dire, au regard qu'on peut poser sur la vie, sur les autres, sur notre quotidien, sur l'avenir. L'incorporer, le faire soi finalement quand même, l'incorporer à soi, quoi. Le faire soi pour faire quelque chose qui est différent, nécessairement, parce qu'effectivement, on sera plus jamais le même quand on a traversé cette épreuve, et surtout avec cet aspect chronique où finalement la maladie, elle nous suit pour tout le reste de notre vie potentiellement. C'est à nous que ça arrive, et ça ramène aussi à la solitude. Enfin, à un moment, on se retrouve face à soi-même aussi dans ce genre d'épreuve. Quoi qu'on veuille, avec tout le meilleur entourage qu'on puisse avoir, ça nous fait comprendre ça quand même. Et c'est vrai que c'est pour ça, je pense que je me dis, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, parce que du coup, on se retrouve effectivement face à cette solitude, parce que il y a que nous qui puissions faire quelque chose. Donc, de quoi moi j'ai vraiment envie, entre guillemets. Et puis c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? C'est après le comment ça va. Bon, c'est toujours touchant que les gens disent si je pouvais faire quelque chose, je le ferais, mais bon, nécessairement il n'y a pas grand chose forcément, si ce n'est effectivement continuer à être des soutiens du quotidien. C'est surtout ça. C'est énorme. Ce qui est énorme, et en fait ce qui est tout ce qu'on leur demande. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais quel type de réponse on peut attendre, enfin entre guillemets, quand on pose cette question, si ce n'est de dire effectivement je suis là pour toi, et c'est déjà énorme. Merci beaucoup Arthur, et bonne route. Merci beaucoup Magali. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.